Le, vous savez qu'on a fait les deux façons de voir le monde là, Ah oui, sur. les deux tables. Là. Ouais, ouais. En fait, je voulais savoir, moi j'étais quelle partie en fait du coup? J'en sais rien. Ouais, c'est bien ce que je pense. Parce que je sais qu'on était en désaccord à la fin sur quoi, je sais même plus sur quoi on était en désaccord, mais c'est sur quoi qu'on a discuté. Enfin, si c'était sur l'instrumentalisme. Je crois que tu disais grosso modo que ta position c'était que enfin, je crois que tu es instrumentaliste en fait. Tu as une conception des représentations et des choses où du coup tu considères pas par exemple que nos théories elles représentent forcément la réalité, et cetera. Tu as toujours une forme de scepticisme vis-à-vis de ça. Donc je pense que ta position sur les 2 tables, ce serait, peut-être une position que j'avais même pas mise dans la version finale. Peut-être que tu défends une forme d'idéalisme transcendantal toi, Thomas, ça serait, idéalisme transcendantal, c'est assez simple, c'est, tu admets qu'il y a une réalité en soi, mais on peut pas la connaître parce que du coup elle est inaccessible. Du coup, il y a une réalité pour nous qui est un petit peu identique pour, tous les êtres humains, puisque du coup on est fait plus ou moins pareil. Donc dans cette réalité pour nous, il y a une partie qui est pas pareille, par exemple là, tout ce qui est lié aux qualités secondes et tout ça. Il y a une partie qui est pareille, peut-être la perception qu'on a des objets, les formes et cetera. Et du coup, cette réalité telle qu'elle apparaît, elle est pas plus réelle, du que la réalité enfin, elle est pas réelle, c'est une apparence, mais c'est l'apparence dans laquelle on vit, avec laquelle on doit faire et tout ça et se comporter. Et du coup, je pense enfin j'ai l'impression, hein, mais tu me diras, que tu penses qu'on peut pas connaître la réalité telle qu'elle est en soi, ça c'est sûr. Enfin, je suis à peu près, sûr que tu défends ce genre de truc. Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais et puis du coup, tu penses que la réalité dans la enfin, telle qu'elle apparaît, la perception, bah, c'est la perception, donc c'est pas non plus, c'est c'est pas réaliste naïf non plus. Tu dis pas: «Ouais, bah, les choses sont telles qu'on les voit» et cetera. Donc en fait, ta thèse, ce serait une thèse assez radicale comme ça où, bah, ni on connaît pas la réalité telle qu'elle est en soi. On n'affronte que les apparences, ça nous permet de survivre et tout ça, mais les apparences, c'est pas la réalité en soi non plus, c'est qu'une réalité pour nous et donc du coup, voilà, on fabrique des instruments, on essaie de vivre dans la réalité telle qu'elle est et voilà, je pense que ça doit correspondre un petit peu, à ta position. Mais, Ah, ça me va, ouais. ça te va, ouais? Ouais, bah, du coup, ça je te note là, le truc, c'est, ta position, elle correspond un peu à la position en physique, tu pourras regarder, à la position d'un physicien qui s'appelle Bernard d'Espagna, par exemple. Lui qui dit que le réel est voilé et tout ça. C'est assez sophistiqué sa position. Hem et là, je suis en train de regarder, parce que je suis en train de vous faire une petite liste un peu de trucs à regarder, même si, vous aurez jamais le temps de tout regarder, mais il y a Aurélien Barraud dont je vous avais parlé au début de l'année, je sais pas si vous en rappelez et depuis le début de l'année, en fait, il est de plus en plus visible dans les médias parce qu'il défend les animaux, la nature et tout ça et voilà et il fait un cours d'épistémologie sur YouTube, heu, parce qu'en fait, il devait faire un cours à la fac de Grenoble en philo, bah, sur de philosophie des sciences et comme il peut pas le faire en direct, bah, du coup, il le fait sur YouTube, donc je crois qu'il poste une petite vidéo par jour. Il se filme, grosso modo devant sa caméra. C'est plus ou moins bien, mais du coup, je pense que sa position à lui aussi devrait ressembler plus ou moins à la tienne. En plus, il est c'est assez marrant comme il fait, du coup, enfin, ouais. Après son enfin si, il est marrant à regarder, ouais. Après moi, je l'ai vu dans différents contextes, il est plus ou moins précis, en fait, ça dépend à qui il parle. Là, il parlait des étudiants de philo et du coup, comment dire? Il fait un petit peu son cabotin, on va dire. Mais ce qu'il raconte est intéressant. Il compare, par exemple, la science et l'art et cetera. Il a une conception de la vérité aussi qui devrait te plaire. Il admet qu'il y a des choses qui sont complètement fausses, mais par contre, il a une conception de la vérité. Enfin, il considère qu'il y a pas grand chose qui soit vrai, quoi. Il considère que la plupart des théories scientifiques, en tout cas dans son domaine, parce que je suis pas sûr que ça marche dans les autres domaines, mais après il en parle jamais des autres domaines. Son domaine, c'est la cosmologie, il considère que ça relève du mythe ou de la enfin, que ce sont des mythes que dans quelques années, dans quelques siècles, en fait, toutes les constructions qu'on élabore en ce moment, elles seront tenues, par nos comment on va dire ça? Nos descendants pour des ouais, des sortes de mythes, quoi. Donc l'équivalent des mythes grecs.
des constructions humaines sophistiquées, mais pas forcément vraies. Je sais pas, tu regarderas. Mais je pense que Ok. t'es dans ce truc-là, ouais. Après, des deux, je pense que si tu lis Bernard d'Espagna, ça te plaira plus. C'est un petit peu plus carré et moins foufou que Aurélien Barraud, mais il est vraiment marrant, ce type. Voilà. Je sais pas, il y a d'autres questions ou... Et du coup, sur cette partie-là, sur la matière, j'essaierai de vous balancer la deuxième partie la semaine prochaine. Même si la semaine prochaine, il risque d'y avoir plein de trucs un peu en même temps. Bah, du coup, on verra après ce qu'on en fait. Mais c'est du coup, comme j'ai fait le truc, enfin, je suis en train de bosser sur le cours sur la justice, de le reprendre ce qu'on avait fait. Et puis, du coup, de finir le cours sur la liberté. On verra. Et vous me direz si vous êtes prêts à faire comme nos STI, là, un petit débat sur Discord. Eux, ils sont bien partis a priori, mais après je sais pas comment ils vont faire ça. J'ai dit qu'ils organisaient, donc on verra. Et c'est Eline qui est en direct, donc du coup Eline elle est en salle 27 je pense, c'est ça? Et moi je suis pas en salle 27 parce que je suis en philo, mais du coup j'arrive plus à faire apparaître la salle 27. Pourquoi je peux plus aller en salle 27? Bon. Mmh. J'arrive pas à me connecter en salle 27. En fait, vous êtes déjà dedans, non? Enfin, Bah non, parce que moi sous mes yeux en fait, ouais je suis dedans pour le vocal, mais je suis pas Normalement, dedans pour le... faut juste double-cliquer sur le pseudo Aileen. Ah, et tu crois que ça marche? Ah oui, OK. Bah, je suis con. Voilà, ça marche pas. Merci Eline, en tout cas, d'assurer toujours, le truc, que je ne peux pas faire du coup. Du coup, ouais, là, le cours, il est pas tout à fait fini, hein. Ouais, enfin, même à la fin, elle est pas finie du tout, même si dans ma tête, elle est finie, donc normalement, ça devrait aller vite, pour le finir. Du coup, c'est en lien avec la disserte, hein, toujours, si on arrive un jour à la finir. Je pense que Eline, si tu peux avancer, en fait, comme ça, on va descendre, parce que le début, on l'a déjà fait, donc on va pas repartir dessus. Je pense que ouais, tu peux avancer, hein. Par contre, il y a des milliards de vignettes, donc tu vas, ouais, là, ça, on a déjà fait quand c'était l'intro et tout ça, sur vous vous rappelez le dilemme sur le libre arbitre et tout. Je vous ai rajouté des petits trucs, mais voilà. Après, t'as bon, quels trucs cachés, ouais, tu peux avancer, en fait, descendre, descendre, descendre. Ouais, ça, on a fait, c'était sur ce truc sur le destin et tout. Vous vous rappelez l'argument paresseux. D'ailleurs, l'argument paresseux, je sais pas si vous avez vu, ceux qui suivent Mister Phi, Monsieur Phi, il a fait une petite vidéo là sur l'argument paresseux dans le contexte du coronavirus. Il a trouvé plein de gens qui disent que bah, du coup, ça sert à rien de... Enfin, c'était le premier jour là de confinement, avant le confinement, le dimanche, quand tout le monde est sorti. Les gens, ils ont justifié leur sortie en disant que de toute façon, s'ils devaient mourir, ils mourraient et que enfin, quoi qu'il ferait, ce qui devait arriver arrivera, etc. Et du coup, il a repris ces petites choses qu'il a trouvées dans des journaux télévisés, et cetera. Et puis il a fait, bah, il a repris, il a réexpliqué l'argument paresseux. Je pense que tu peux descendre. Ça, c'est ce qu'on a fait sur Libre Arbitre. Donc normalement, je pense que sur Libre Arbitre, vous avez pigé, parce que, enfin, sauf si vous avez des questions. Mais après, j'ai fait des petits dessins, mais grosso modo, on a tout dit ça. Les arguments sur Libre Arbitre. On avait fait l'âne de Buridan, normalement. L'âne qui meurt avec Tommy et ses kebabs, donc ça c'est bon. Les objections libre arbitre, c'était Spinoza et tout, ça on a fait. Donc je pense que le truc, ça c'est vraiment, faut descendre. Là j'ai mis le truc sur les illusions, mais grosso modo on a fait. Il y a un petit truc qu'on n'a pas fait après, vous regarderez, mais c'est parce que, enfin, c'est des petits trucs sur la volonté, mais on va passer, c'est pas très important. Je l'ai mis parce que je l'avais dans un vieux cours que je faisais. Ça, l'argument du démon de Laplace, Octave nous l'a fait, donc là on est prêt. L'argument des conséquences, c'est Thomas qui nous l'avait fait, donc normalement c'est tout bon. Déterminisme de Pen, c'est les tests de Diderot sur le déterminisme, ça on l'avait fait, donc on est bon normalement. Après vous me dites, là, stop, on va faire une petite pause. Déterminisme et responsabilité, Hume. Donc là, si tu peux remonter un petit peu, juste avant, ouais. Ouais, enfin, juste la vignette d'avant en fait, voilà, c'est ça. Il y a un petit truc là. Du coup, l'idée c'est, enfin sur la disserte, vous vous rappelez, c'était cette idée de savoir si du coup notre expérience de la liberté, elle était correcte, et du coup si elle nous indiquait qu'on était libre. Et donc si je reprends un petit peu là, parce que c'est vraiment le truc crucial pour notre dissertation, là, se sentir libre implique-t-il qu'on le soit. Donc là, je vais repartir sur cette idée de compatibilisme. Je vais essayer d'être plus précis que la dernière fois, et puis vraiment de faire tout en rapport avec l'expérience, ce qui n'est pas le cas forcément dans le cours. Enfin, cette version du cours en tout cas, parce que j'en ai plein en fait, c'est pour ça que c'est long à faire, parce que j'essaie de les peaufiner et tout ça. Du coup, si vous êtes compatibiliste, ce qui
enfin, si j'ai bien compris, parmi vous, même si je soupçonne quelques-uns en fait de pas oser le dire, mais je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui sont partisans du libre arbitre et il y a plein de bons arguments en fait en faveur du libre arbitre quand même. Il y a les déterministes durs, mais je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont, quand même peut-être attirés par le compatibilisme, donc je vais essayer vraiment de le défendre bien. Le compatibilisme, si on le fait avec cette idée d'expérience, hem, de la liberté, grosso modo, ils ont 3 approches, ouais, on va dire ça comme ça, 3 approches de l'expérience de la liberté, 2 grandes en fait, mais voilà. 1er truc qu'ils disent sur l'expérience de la liberté, c'est qu'ils disent que, les partisans du libre arbitre, ils se trompent sur l'expérience de la liberté. Donc il y a une première différence entre les compatibilistes et des gens comme Spinoza. Spinoza, si vous vous rappelez, il disait, hem, l'expérience de la liberté, en tout cas telle qu'elle se présente, telle qu'elle est présentée par les partisans du libre arbitre, c'est une illusion en fait. Donc elle est fausse et en plus, c'est une illusion, donc c'est une erreur qui perdure même quand on sait que ce truc-là est faux. Donc ça, c'est le disons l'idée spinoziste. Les compatibilistes, souvent, ils disent, en fait, quand les partisans du libre arbitre décrivent l'expérience de la liberté, ils se trompent. C'est-à-dire que le problème avec, les partisans du libre arbitre, c'est pas qu'ils se font des illusions et tout ça, c'est qu'en fait, ils se trompent quand ils décrivent l'expérience de la liberté. Parce qu'on a bien une expérience de la liberté. L'expérience la plus simple de la liberté pour un compatibiliste, c'est, quand vous n'êtes pas empêché de faire quelque chose. Enfin, je pense que vous voyez à peu près de quoi il s'agit. En plus, en ce moment, on est bien placé pour le savoir. Supposons que vous avez vraiment envie de sortir de chez vous, vous pouvez pas. Donc là, vous sentez que vous n'êtes pas libre. Par contre, si vous pouviez sortir de chez vous, vous vous sentiriez libre. Donc c'est l'expérience de l'absence d'empêchement. Et donc la plupart des partisans du compatibilisme, ils se disent: «En fait, les partisans de libre arbitre, quand ils décrivent l'expérience de la liberté, ils font pas d'illusions ou quoi que ce soit, en fait. Ils se trompent simplement sur la description qu'ils en font. S'ils étaient vraiment attentifs à leur expérience de la liberté, ils verraient que cette expérience, elle porte pas sur, la liberté de la volonté et tout ça, pour savoir si la liberté, elle est causée ou pas causée, pour savoir si on est une cause première ou pas une cause première. L'expérience de la liberté, elle porte vraiment sur est-ce qu'on peut réaliser, hem, nos volontés ou pas? Et éventuellement aussi sur, mais c'est la même chose, est-ce que du coup on est contraint ou pas? Parce que par exemple, si vous êtes forcé d'avoir une volonté que vous ne voulez pas avoir, parce qu'on vous braque un pistolet sur la tempe par exemple, du coup vous êtes empêché de réaliser la volonté que, vous voudriez avoir et puis vous êtes même empêché de l'avoir. Donc eux vraiment l'expérience de la liberté, ils disent c'est l'expérience de l'absence enfin de l'absence d'empêchement et donc les partisans du libre arbitre, ils se trompent en la décrivant. Il n'y a pas besoin d'avoir une conception sophistiquée des causes premières et tout ça. L'expérience de la liberté, elle est simple et on la vit quand on n'a pas de contraintes. Je sais pas si je suis clair là, mais c'est le premier point. Donc du coup, ils disent enfin, beaucoup de partisans du compatibilisme disent: «Les partisans du libre arbitre, en fait, ils se trompent complètement en décrivant l'expérience de la liberté. L'expérience de la liberté, c'est autre chose et si on la décrit correctement, elle est parfaitement compatible avec le déterminisme et donc du coup, il n'y a pas d'incompatibilité entre notre expérience de la liberté et le déterminisme et donc du coup, c'est pas la peine de faire un dilemme comme on avait fait au début ou une antinomie de la liberté et cetera. C'est parce qu'on décrit faussement l'expérience qu'on a cette, expérience du dilemme. Je sais pas si je suis bien clair là, mais voilà. Ça, c'est la première réponse que pourrait faire un compatibiliste. Donc du coup, c'est cette réponse selon laquelle on a une expérience de la liberté, mais il faut bien la décrire. Après, il y a des compatibilistes qui vont un petit peu plus loin. Hem, on verra si je sais pas si on aura le temps d'aller jusque-là, mais eux, ils disent: «Ouais, OK, cette expérience de la liberté, on l'a. On a aussi, par exemple, l'expérience parfois, une expérience un petit peu plus sophistiquée juste que l'expérience de pas être empêché et tout ça. Mais cette expérience, elle est pas toujours fiable». Donc là, ils reprennent un peu des arguments de Spinoza, parce qu'ils disent, parfois, on sent qu'on n'est pas forcé vous voyez, de faire quelque chose, mais on pourrait imaginer plein de cas un peu, science-fiction ou même pas de science-fiction où, du coup, on sentirait qu'on n'est pas forcé de faire quelque chose, qu'on n'est pas contraint et pourtant, on jugerait qu'on n'est pas libre. L'expérience la plus classique, c'est l'expérience de manipulation, par exemple, type, hypnose, je sais pas si vous voyez l'idée? Par exemple, quelqu'un vous hypnotise et du coup, vous dit de faire quelque chose tout en croyant que, c'est bien vous qui le faites et cetera. Enfin, il y a pas que l'hypnose d'ailleurs qui permettrait de faire ça, il y aurait plein d'autres, techniques,
classique, hein, de manipulation, tout ça. Mais l'idée, c'est que dans ce cas-là, vous vous sentiriez libre, alors qu'en fait, vous ne l'êtes pas, puisque, du coup, ce qui fait que vous faites la chose, c'est que vous avez été manipulé. Je sais pas si je suis clair. Donc le compatibiliste, il dirait: «OK, il y a plein de cas où on se sent libre et cetera, voilà, mais cette expérience de la liberté, bah, elle est pas forcément suffisante pour prouver qu'on est libre». Et donc, bah, du coup, je sais pas si je suis bien clair, mais il y aurait 2 sortes de compatibilistes un petit peu. Ceux qui diraient que, bah, du coup, notre expérience de la liberté, elle suffit à prouver qu'on est libre, un peu comme dans le libre arbitre, mais il faudrait simplement bien décrire cette expérience. Puis il y aurait les autres qui diraient, cette expérience de la liberté quand même, elle est pas suffisamment fiable et cetera. Et donc du coup, pour prouver qu'on est libre, il faut pas se fier, à l'expérience. L'expérience, faut l'accepter et tout. Parfois, elle est correcte, parfois elle est incorrecte. Mais pour, vraiment, essayer de montrer qu'on est libre, il faut pas s'en tenir qu'à l'expérience, il faut partir dans une théorie. Je sais pas si vous voyez l'idée? Et donc du coup, cette théorie, ce serait quoi? Bah, ce serait une théorie qui expliquerait pourquoi, certaines de nos actions et certaines de nos volontés sont libres. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de revenir sur la vignette, Céline. Hem, il y a une petite partie, dans la vignette qui dit que toutes les versions, du compatibilisme admettent une chose vraiment importante, c'est que donc toutes nos volontés, elles sont causées, enfin ils sont déterministes, donc forcément nos volontés sont causées, sont pas des causes premières et tout ça. Mais ce qui importe, c'est pas le fait qu'elles soient causées, c'est la façon dont elles sont causées. Donc en fait, il y a plusieurs types de causes. Il y a des types de causes qui vont nous empêcher d'être libres. Par exemple, si je vous force à avoir un certain type de volonté, bah, vous êtes pas libre. Par contre, il y a des types de causes, il y a des façons dont certaines volontés apparaissent qui font que vous allez être libre. Et donc en fait, ce qui va distinguer une personne libre d'une personne pas libre, c'est la façon dont la volonté est apparue, dans son esprit. Je sais pas si je suis bien clair, je vais essayer de préciser après, mais voilà. Donc si jamais je suis pas clair, vous me dites, parce que du coup, j'ai pas le truc avec les questions sous les yeux forcément, donc je vois pas si vous posez des questions. Mais je sais pas si vous voyez le truc, c'est, ce qui distingue une action qui est pas libre ou une volonté qui est pas libre d'une volonté qui serait libre, c'est pas le fait que l'une soit causée et l'autre ne soit pas causée, comme dans le libre arbitre, c'est le fait que, bah, l'une va être déterminée par un certain type de cause et l'autre par un autre type de cause. Si je fais un exemple, très simple pour qu'on pige, mais après il faudra vraiment aller plus loin. Si par exemple, bah, votre volonté, vous l'avez parce on vous a manipulé pour que vous l'ayez. Dans ce cas-là, la façon dont votre volonté a été causée, c'est pas le bon type de cause pour être libre. Vous êtes manipulé, donc vous êtes pas libre. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas libre. Par contre, si, on considère que votre volonté, elle est due à un contrôle que vous exercez sur vous-même, alors là après, je vais pas rentrer dans le détail puisque du coup, je me suis dit que j'allais faire un truc là-dessus dans le cours, mais après ça va pas faire 140 vignettes, ça va faire 2000 vignettes. Mais il y a un bouquin de Joël Proust que je vous ai mis qui essaie d'expliquer ça. Hem, il y a l'idée d'un contrôle, c'est l'idée que, bah, l'agent, enfin vous, depuis que vous êtes petit, vous avez appris, enfin j'espère pour vous en tout cas, mais normalement la plupart d'entre vous apparemment vous avez l'air bien éduqués et bien finis, donc normalement vous avez appris ça. Vous avez appris à vous contrôler quoi, dans différentes situations et cetera. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, la cause de vos actions, elle se situe pas à l'extérieur de vous-même, mais que du coup vous avez intégré plein de petits modèles de vos actions, de modèles du monde extérieur et cetera. Donc vous avez une connaissance assez précise du monde extérieur. Vous avez une connaissance peut-être assez précise de vous-même et du coup, à chaque fois que vous êtes confronté à une situation extérieure, c'est pas la situation extérieure elle-même qui va vous déterminer immédiatement. Ce qui va vous déterminer à agir, bah, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de votre tête. Je sais pas si je suis bien clair et donc du coup, l'idée c'est que, plus les causes de votre volonté, elles viennent de l'intérieur de vous-même, plus vous êtes libre. Si les causes viennent directement de l'extérieur de vous-même, comme une manipulation, une entreprise de manipulation, moins vous êtes libre. Alors vous allez me dire: «Ouais, mais du coup, si vous avez appris à vous contrôler, c'est votre éducation, c'est plein de phénomènes extérieurs qui ont mis des choses dans votre tête, qui vous ont permis de vous contrôler». C'est vrai. Mais en même temps, toute cette éducation, tout ce que vous avez appris, tout ce qui a fait que vous êtes devenu, vous-même,
Bah, c'est précisément ça qui fait que, du coup, vous êtes un agent qui vous contrôlez et un agent libre. Et du coup, si vous avez pigé, ce que je viens de raconter, ça voudrait dire que, bah, du coup, il y a des degrés de liberté. Et en l'occurrence, que ces degrés de liberté, ils dépendent de la capacité, d'une personne à avoir intégré des mécanismes, enfin, à avoir développé ces mécanismes de contrôle interne. Et du coup, ce développement du contrôle des mécanismes internes, ils dépendent en grande partie, bah, du coup, de l'éducation et de facteurs, du coup, externes. Et du coup, un truc que tous les compatibilistes vont enfin, sur lequel vont insister tous les compatibilistes, c'est l'importance, en fait, bah, de l'éducation, et puis de tous ces enfin, de toutes ces institutions ou instances de contrôle externe qu'on a quand on est enfant ou même quand on est adulte, qui vont nous permettre, bah, de développer des mécanismes de contrôle interne. L'idée, c'est que plus, hem le choix de l'action se déroule à l'intérieur de vous-même, plus vous êtes libre et plus il est lié à des causes externes directes, moins vous êtes libre. Je sais pas si je suis bien clair là, parce que c'est un peu, hardcore. Mais du coup, si je reviens à mon idée, vous voyez, enfin, à cette idée que, c'est pas l'expérience qui est importante pour certains théoriciens du compatibiliste. Alors pourquoi pour eux c'est pas important l'expérience? Parce que du coup, l'expérience, elle peut vous tromper. Enfin, vous pouvez être manipulé, enfin on peut vous manipuler, vous faire croire que vous êtes libre. Par contre, si vous avez une théorie, du contrôle et enfin ces gens-là, par exemple, si vous regardez Joëlle Proust, elle a une théorie du contrôle, c'est une spécialiste de la schizophrénie, hein. Elle est philosophe et psychologue et elle a développé tout un modèle de la schizophrénie, donc c'est une spécialiste du contrôle de l'agent et cetera. Elle a développé, on va dire une théorie qui permet, en tant qu'observateur, si vous observez quelqu'un ou si vous faites une analyse de, bah, de enfin, je sais pas si vous lui posez des questions, par exemple avec un questionnaire psychologique bien fait et cetera et même à la limite, parce que du coup elle va jusque là, si vous avez, je sais pas un bon IRM à disposition et cetera et que vous pouvez examiner, bah, comment sont structurées certaines parties du cerveau et cetera, vous pourrez voir si cette personne-là est libre ou pas. C'est-à-dire si elle a développé des mécanismes de contrôle ou pas. Et donc du coup, la liberté, dans ce cas-là, c'est vraiment quelque chose qui est enfin, qu'on peut essayer enfin, c'est assez bizarre à dire comme ça, parce que les partisans du libre arbitre le diraient pas, mais enfin du libre arbitre classique, c'est quelque chose qui est objectivable et qu'on peut, en quelque sorte, mesurer, d'un point de vue extérieur. Je sais pas si je suis clair, hein. Vous me dites, hein, vous m'arrêtez parce que c'est toujours bizarre de faire comme ça. Mais c'est bon du coup? Donc l'expérience, Ouais, c'est pas forcément une preuve ouais. suffisante et puis ouais, nickel. Voilà. Donc après, enfin, le compatibilisme, l'idée centrale, c'est ça, c'est, il y a une différence entre 2 types de volonté, la volonté libre et la volonté qui est pas libre et la différence, c'est dans la façon dont elles sont causées. Après, le compatibilisme, si je rajoute un petit point, c'est quelqu'un qui dit la chose suivante, c'est que si vous recherchez, une sorte de contrôle absolu sur vos actes et cetera, comme semble le rechercher le libre arbitre, vous le trouverez pas parce que ça n'existe pas. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc la seule chose que vous aurez, c'est une forme de contrôle limité, qui tient compte de plein de contraintes, vraiment complexes qui sont, ben, des contraintes qu'on connaît tous, hein, qu'on rencontre tous. Mais c'est le seul contrôle qui existe. Et si je reprends pour qu'on pige bien peut-être, je crois que je l'ai fait après dans une vignette, mais c'est pas grave, pour qu'on pige bien le truc, c'est, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, mais pensez au démon de Laplace. Il y a une objection compatibiliste au démon de Laplace que j'avais fait la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'idée c'est que le démon de Laplace, enfin Laplace, il invente un démon qui est vraiment extérieur à l'univers. Et donc du coup, il arrive à tout prédire parce qu'il se trouve à l'extérieur de l'univers. Donc ses prédictions, lui, il interagit pas avec l'univers et du coup, il a rien à faire dans l'univers. Donc il prédit quelque chose qui est extérieur à lui-même. Et donc du coup, on a l'impression effectivement que du coup, l'avenir, il est intégralement prédictible et qu'il ne peut pas changer. Mais un compatibiliste vous dit: «OK, mais ça, c'est une expérience de pensée». Ce qu'il faut, c'est se placer du point de vue enfin, de notre propre point de vue et donc si on se place de notre propre point de vue, il faut imaginer parce que si vous vous rappelez Laplace, il disait: «Ouais, ben, du coup, nous, on peut se comparer à aux démons» et il disait: «Nous, on fait des prédictions, on peut prédire, des choses astronomiques et cetera et du coup, on est un petit peu comme un petit démon qui, lui, peut tout prédire». Mais le compatibiliste, il va dire: «Ouais, mais cette comparaison, en fait, de Laplace, elle est fausse». Parce qu'il y a une différence majeure entre le démon et nous. Bien sûr que des prédictions comme le fait le démon, mais la différence majeure entre le démon et nous, c'est vraiment que le démon il est extérieur à l'univers, que nous on est dedans. Si on faisait une bonne comparaison, il faudrait que le démon soit lui aussi. Mais s'il était dedans, en fait,
il pourrait pas conserver, enfin, il pourrait plus faire ces prédictions-là parce qu'en fait, il ferait des prédictions à propos de lui-même et s'il était capable de faire ses prédictions à propos de lui-même, si ces prédictions à propos de lui-même lui déplaisent, ce que je vous avais dit la dernière fois, il va vouloir changer l'avenir, en fait. Et si il est en mesure de connaître l'avenir et s'il est en mesure d'agir, qu'est-ce qu'il va faire, en fait? Il va changer les prédictions qu'il fait pour que l'avenir lui convienne mieux. Et donc, nous, en tant qu'agents, on est plongé dans le monde, on fait des prédictions sur le futur et plus on a de connaissances et plus on a connaissance des déterminismes et tout ça, plus on est capable d'agir sur ces déterminismes et du coup, de notre propre point de vue, de modifier notre futur. Alors que l'idée, c'est que c'est sûr, si on se passait du point de vue extérieur à l'univers et tout ça, on n'a qu'un seul futur possible. On ne pourrait pas agir autrement qu'on a agi au sens du libre arbitre et tout ça. Mais de notre propre point de vue à nous, on exerce une forme de contrôle sur ce qu'on fait et du coup, on a une forme de contrôle et ça n'a pas de sens de dire que, parce que le déterminisme est là, on n'exerce aucune forme de contrôle sur ce qu'on fait. Au contraire, en fait, on exerce une forme de contrôle parce que précisément, on connaît les déterminismes et qu'on peut les mettre en œuvre pour, se contrôler. Je sais pas si j'ai été clair? Vous me dites, hein? Par contre, monsieur, Ouais. juste un truc. Ouais, dis-moi, Thomas? Pour le démon de la place, Ouais, ils disent que c'est, enfin, les personnes qui veulent faire une objection contre eux, contre lui, ils disent que il peut pas être dans l'univers, dans notre univers. ouais, Mais en fait, je pense que c'est pas vrai en fait, parce que, ouais, enfin, si on compare le démon de la place à notre façon de prédire les choses, ouais, bah nous on peut bien prédire des choses ouais, et les modifier après et du coup reprédire notre prédiction et puis ça va. Enfin, je veux dire, c'est par heu, exemple, imaginons mmh, on lance un satellite dans l'espace, ouais, on sait où il va arriver, puis si ouais, ça se trouve là où il va arriver ça nous plaît pas, donc du coup ouais, bah on va changer sa trajectoire et puis il va arriver là où on veut et puis c'est bon. ouais. Mais du coup, enfin, ce que dirait un compatibiliste, c'est de dire, oui, bah, du coup, tu fais une prédiction, le truc arrive là où tu veux, donc c'est bien, ta prédiction s'est avérée exacte et tout ça. Mais après, tu refais une autre prédiction, tu vois que pas que le satellite, il va rencontrer un objet qui va le détruire et dans ce cas-là, du coup, tu changes, sa trajectoire et du coup, tu as pu faire ça, en fait, tu as pu éviter l'objet que parce que, du coup, tu avais fait cette prédiction. Mais si tu avais pas eu cette connaissance, on est d'accord, le satellite, il aurait été détruit, en fait. Et donc tu as pu éviter l'événement parce que, du coup, tu avais cette connaissance. Si tu l'avais pas, en fait, tu aurais pas pu faire éviter ce truc. Et alors, c'est sûr que si tu étais le démon de la place, extérieur au monde et tout, il aurait pu prédire toute cette séquence et cetera. Mais, l'idée du compatibilisme, c'est que si tu es dans ce monde-là, effectivement, tu prédis, mais tu te sers de tes prédictions, en fait, pour éviter des trucs et produire des choses. Et c'est ça, se contrôler. Enfin, je sais pas si, Oui, mais du coup, enfin, c'est surtout pour dire que du coup, même si le démon de la place était dans notre univers, ça irait en fait. Enfin, genre, c'est pas paradoxal quoi. ouais, mais le truc, c'est que, enfin, le démon de la place, techniquement, enfin, pour que ça marche, hein, pour que du coup, il permette à la place de tirer les conclusions qu'il tire, c'est-à-dire le déterminisme dur, on est d'accord? Il faut pas que, du coup, il utilise ses connaissances pour changer le futur. Je sais pas si je suis clair? Parce que du coup, enfin, s'il utilisait ses connaissances pour changer son propre futur, enfin, du coup, il faudrait un autre démon de la place, vous voyez, pour prédire ce que va faire le premier démon. Je sais pas si du coup, s'il savait déjà à l'avance, ce qu'il allait changer et tout ça, enfin, c'est bizarre, quoi. Enfin, c'est en général, nous, quand on prédit et grâce à nos prédictions, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui vont se produire et on change. On n'a pas prédit, qu'on allait prédire et qu'on allait, du coup changer d'avis. Parce que sinon on aurait tout de suite, fait la bonne démarche. Je sais pas si je suis clair? Enfin, si je reprends ton exemple de satellite, tu balances un satellite, il est en orbite et une fois qu'il est en orbite, tu t'aperçois qu'en fait, bah, tu aurais peut-être pas dû le mettre, enfin, il va rencontrer un objet et tout ça et que du coup, tu dois changer son orbite. Mais si tu avais pu prédire tout ça à l'avance, du coup, tu aurais tout de suite mis le satellite sur une autre orbite. Tu t'aurais pas fait chier à le mettre sur une orbite où il risquait de rencontrer un objet pour ensuite, prendre connaissance de cet objet et le changer. Tu aurais fait directement le truc bien. Je sais pas si, Bah, c'est parfait, comme ça fait la preuve que le monde il est parfait, il y a aucun problème. ouais, je sais pas, du coup, je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire, mais, Enfin, ce que je veux dire, c'est
c'est intéressant du coup. Mais je vois C'est pas. Ouais. enfin, c'est pas enfin, s'il y avait un démon de la place, bon du coup, vu que tout n'est pas parfait, on peut dire qu'il y en a pas. Hmm. Mais s'il y en C'est pas avait parce que. un Ouais, vas-y. mais s'il y en avait un, bah, ça veut dire qu'il ferait tout parfait du premier coup et ça irait en fait. Enfin, Ah ouais, ouais, enfin, il ferait tout parfait du premier coup, ouais. Mais ce qui est intéressant aussi avec le démon de la place, c'est qu'on est d'accord, c'est pas un créateur, c'est un observateur. Donc c'est pour ça que du coup le démon de la place, enfin, pour un compatibiliste, c'est vraiment pas un truc fiable parce que c'est pas un créateur, alors que nous, en tant qu'on est plongé dans le monde, on est des créateurs. Enfin, parce que du coup, on fait advenir des choses. Enfin, c'est ce que disent en tout cas les compatibilistes qui croient à la liberté. Ils disent pas que tout nous arrive et qu'on ne fait rien, on fait advenir des choses. Et le démon de la place, lui, il crée rien. En fait, il fait juste que constater que les choses vont se passer d'une certaine manière. Il y a un bouquin de science-fiction, je sais pas, enfin, où il y a cette idée de démon de la place intérieur au monde. C'est Fondation de Asimov. Je sais pas s'il y en a qui l'ont parmi vous. C'est plusieurs livres de science-fiction en fait. C'est un cycle qui normalement devrait être au cinéma un jour, mais il y a des gens qui s'y sont attelés, mais a priori c'est cher et compliqué, donc ils ont jamais fait. Et dans ce cycle, en fait, il y a des gens, il y a un truc qui s'appelle la psychohistoire. Et c'est un truc hyper intéressant, surtout qu'il y a des gens maintenant qui le font un petit peu. J'ai vu, il y a des physiciens qui se sont convertis en historiens et qui essaient de trouver des modèles de prédiction des événements historiques. Et c'est assez drôle d'ailleurs, parce que j'y pense maintenant, parce que j'avais vu un modèle où il y a un type qui prédisait ce qui s'est passé là avec son modèle physique, faut que je retrouve ça. Mais bon, peu importe. Dans le truc de fondation, il y a des psychohistoriens. Donc c'est un groupe de gens qui sont capables de prédire l'avenir en fait grâce à grâce aux maths, hein, à des modèles mathématiques. Sauf que dans Fondation, euh, Asimov, il a pris garde à faire en sorte que les psychohistoriens, ils rencontrent jamais l'humanité. C'est-à-dire que les psychohistoriens, en fait, ils vivent dans une espèce, je me rappelle plus si c'est dans une ville ou dans une partie de la Terre ou de l'univers, où du coup ils font des prédictions sur ce qui va se passer, mais ils interagissent jamais avec les autres et surtout ils ne donnent jamais aux autres leurs prédictions. Parce qu'ils savent que s'ils donnent leurs prédictions aux autres, les autres vont s'en servir et ils vont changer l'avenir. Donc en fait, pour que l'avenir il reste tel qu'ils l'ont prédit, en fait, ils interagissent jamais avec le reste de l'humanité. Sauf quand ils veulent eux-mêmes modifier des choses, mais dans ce cas-là, ils envoient, si je me trompe pas, parce que du coup ça fait longtemps que je l'ai pas lu en fait, mais ils envoient des robots en fait pour des robots un peu humanoïdes pour changer certains événements, pour améliorer le futur. Mais ils donnent jamais, enfin eux ils restent vraiment à l'écart en fait, parce qu'ils savent que si les gens ils ont accès aux prédictions, du coup ils vont changer les trucs. Il y a une autre idée comme ça, c'est vous connaissez, je crois que c'est, je sais plus qui c'est qui m'en avait parlé, mais je crois que c'est dans votre classe, les prédictions autoréalisatrices, vous voyez. Enfin, genre, vous faites vous prédisez qu'il va se passer, qu'il va y avoir une crise boursière, vous l'annoncez à tout le monde, et donc du coup, tout le monde va se précipiter pour vendre ses actions et s'en débarrasser. Et du coup, c'est parce que vous l'avez prédit que du coup la chose va arriver, quoi. Et là, c'est un petit peu la même idée. Je pense que, enfin, l'idée compatibiliste, c'est vraiment si tu mets le démon devient un agent et qui prend connaissance, enfin, qui du coup, il se sert de ses connaissances pour modifier le futur, il sera plus du tout le démon de la place tel que la place le conçoit. Ouais. Il sera un démon actif, il sera dans l'univers et du coup, ce sera plus un simple observateur, ce sera aussi un créateur et du coup, tu pourras plus obtenir la conclusion du alors déterminisme dur. Ouais. alors du coup Vas-y, 2 choses. Déjà, vas-y. dire s'il est dans l'univers, Ouais. forcément il est un créateur, enfin Ouais. c'est parce qu'il va forcément interagir avec des trucs. Ouais, mais c'est pour ça que du coup, c'est une expérience de pensée. Il y a un truc comme ça aussi, je crois qu'on en avait parlé une fois, c'est c'est comment il s'appelle? Lee Smolin, c'est un physicien américain. Il dit: «La physique aujourd'hui, c'est tout pourri» parce que du coup, elle fait comme si le temps n'existait pas et du coup, il dit, «Elle fait comme si le temps n'existait pas» parce que le physicien, il se prend précisément pour un démon de la place, donc un type qui est extérieur à l'univers. Mais c'est une extériorité qui est fictive. Enfin, lui, il dit: «C'est une extériorité qui est fictive parce que tu peux pas être extérieur de l'univers». Donc c'est une fiction. C'est, à la limite, si tu voulais faire un démon de la place réel, faudrait que tu enfin, là, c'est un peu un délire, hein, mais ce serait, tu aurais un autre univers qui serait, tu vois, un univers parmi plusieurs autres univers et donc du coup, le démon de la place, il serait enfin, tu vois, dans le multivers, mais extérieur à notre monde et il prédirait sans agir. Mais le problème, c'est que là, tu lui donneras encore le pouvoir, je sais pas, de nous écraser en détruisant quelque chose et cetera. L'idée du compatibiliste et même, je pense, l'idée de la place, hein, que c'est vraiment une fiction, ce truc. C'est, le mec, il a imaginé un espèce de démon qui est un espèce de pur observateur, quoi, et qui fait rien. C'est pour ça Mais du que coup, enfin
Ouais. Si on part du principe que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui lui va pas, bah, il le change. Ouais. Mais du coup, il va prédire qu'il va changer son truc, etc. Et Ouais. donc en fait, je pense que c'est pas bizarre de dire qu'en fait, tout simplement, il va faire tout parfait du premier coup, Ouais. et que du coup, en fait, le démon lui-même est en fait une sorte de machine, en fait. Ouais, je vois. Mais même si c'était une machine, par exemple, il y a un type, je vous ai mis aussi une petite référence après qui s'appelle Daniel Dennett, qui est un compatibiliste contemporain, qui est aussi, enfin, c'est un spécialiste d'intelligence artificielle et tout. Et lui, il pense qu'on est des machines, nous, et enfin des super machines, quoi, et qu'on fait des prédictions. Mais du coup, si tu étais une machine qui devait modifier le monde et qui faisait des prédictions et qui avait des mécanismes de contrôle, euh, bah, tu serais une machine qui te contrôle et puis qui fait advenir des nouvelles possibilités quand tu as de nouvelles connaissances. Par exemple, je sais pas, si tu as une meilleure connaissance de, je sais pas moi, de ce qui permet de faire voler un avion, tu vas pouvoir, bah, du coup, faire advenir de nouvelles possibilités pour les êtres humains, et cetera. Mais du coup, enfin, c'est pas le fait que tu sois une machine ou que tu sois pas une machine le problème, c'est vraiment le fait que, enfin, ce que tu fais de tes prédictions. Parce que, enfin, l'idée, c'est que le démon de Laplace, il prédit des trucs, quoi. Il prédit toute la suite. Mais le truc, c'est que s'il prédit toute la suite, il sait ce qui va lui arriver. Et théoriquement, enfin, chez Laplace, en fait, enfin, voilà, ouais, ouais, chez Laplace, le démon de Laplace, il prédit pas son propre comportement à lui, il prédit tout ce qui va se passer pour les autres. Et donc, du coup, il va pas intervenir dedans, c'est un observateur extérieur. Mais supposons que l'agent, il soit dans le monde, il va prédire non seulement ce qui se passe pour les autres, mais aussi pour lui-même. Et c'est là qu'il y a un truc, c'est que, du coup, s'il prédit ce qui va se passer pour lui-même, hem dans le monde tel qu'il est configuré à un instant T, c'est-à-dire avec les conditions telles qu'elles sont et tout ça, hem, du coup, il va pouvoir, s'il a le pouvoir de le faire en tout cas, ouais, modifier, modifier cet avenir en bousculant un petit peu les causes. Et du coup, je suis pas sûr qu'il soit capable, hem, comment dire? Hem, En fait, il prédit un univers et après il se sert de ses prédictions pour modifier l'univers. Et le truc, c'est qu'il peut pas prédire en fait, heu, qu'il va modifier, et cetera, et cetera. Il y a une enfin, quand on fait une action, on agit dans un certain ordre et du coup, il y a un truc qui est un peu incohérent dans cette façon de concevoir le démon. Et du coup, tes questions, elles me montrent que du coup, j'arrive pas à l'expliquer, donc c'est pas bien. Mais du coup, c'est bien parce que du coup, comme j'ai pas fini le cours, je vais pouvoir essayer de faire mieux. Et ouais, Mais, du coup, en fait, ouais, moi, je trouve que c'est pas incohérent, en fait, pour une raison assez simple. C'est, imaginons que, on va dire que il fait pas tout parfait du premier coup, on va dire. ouais, Imaginons ouais, que quand même il tu arrive dans ouais, le monde, il lui plaît pas trop. ouais, En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'au moment où il arrive, ouais, au moment vraiment exact où il arrive, et ouais, bah, du coup, il va pouvoir voir toute la suite du monde, ouais, et du coup, il va pouvoir essayer de voir sur quelle cause il va agir, ouais, et entre guillemets, du coup, après, il va faire une prédiction de s'il agit sur cette cause-là, ouais, quel univers il va y avoir. ouais. Et du coup, ensuite, il va faire ça en boucle. C'est-à-dire, en fait, il va Ah oui, oui. regarder encore cet univers, etc. Et en fait, Ouais, vu ouais, ouais. qu'il est complètement instantané et tout, bah, en fait, ça va durer genre une fraction de seconde. Et Ouais, ouais, hop, je il vois. fera directement ce qu'il veut, le bon univers, tu vois. Ouais, ouais, OK. Ouais, mais du coup, ouais, parce que j'ai pensé à la même chose que toi. Mais dans ce cas-là, ouais, c'est ton démon, en fait, de la place, c'est Dieu. Bah Si ouais, tu regardes clairement. dans la théologie chrétienne, il y a un truc comme ça avec l'omniscience de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, il sait tout ce que les êtres humains vont faire et tout ça. Mais du coup, Dieu, il est extérieur à l'univers. C'est-à-dire, il est éternel, et cetera. Il crée l'univers, il est pas dedans, il est transcendant à l'univers. Voilà. Il y a cette idée-là. Et du coup, effectivement, ouais, quand il va créer le monde, en fait, il va créer, je sais pas, il va examiner toutes les possibilités, mon truc, et puis je sais pas, s'il est par exemple bon, il va créer le meilleur des mondes possibles et tout ça. Là, on est vraiment dans la thèse de Leibniz, quoi. Dieu crée le meilleur des mondes possibles, etc. Donc en fait, ouais, il essaie d'examiner abstraitement en fait tous les univers possibles et tout ça. Mais une fois qu'il t'a dit ça, par contre, donc supposons que ton démon de la place ce soit un dieu là, comme ça sera un dieu créateur et tout. Du coup, il fait pas partie. Enfin, en tout cas chez les chrétiens, il fait pas partie du monde. Hein, il est vraiment transcendant. Alors après, la question que se sont posées du coup les chrétiens et que se posent la plupart des croyants, c'est si Dieu il est omniscient, est-ce qu'il sait déjà ce que je vais faire? Et bah en théorie, la réponse classique, c'est que oui, il sait déjà ce que tu vas faire puisqu'il est omniscient. Et donc là, après, pour les chrétiens, il y a une version
pareil, il y a une espèce de version du problème du libre arbitre, enfin du problème qu'on est en train d'examiner, qui est la suivante, c'est au lieu de mettre le déterminisme, en fait, ils mettent l'omniscience de Dieu. Est-ce que, du coup, si Dieu est omniscient, le sentiment que j'ai d'être libre, il est valable ou pas? Et une des réponses classiques à cette thèse, c'est précisément une réponse compatibiliste, c'est de dire, OK, Dieu, il sait tout ce que tu vas faire, puisque du coup, Dieu est extérieur à l'univers et du coup, il y a qu'une seule future possible, et cetera. Mais de ton point de vue, comme toi, tu es un agent qui est à l'intérieur du monde, et cetera, hem, tu peux exercer une certaine forme de contrôle et tu as une certaine forme de liberté, du coup. Et du coup, il y a ça, c'est une forme de compatibilisme du point de vue des agents qui sont à l'intérieur du monde. Il y a une forme de contrôle et de contrôle de soi, et cetera, même si Dieu a tout prévu à l'avance. Mais, par contre, du coup, je sais pas si j'ai été bien clair là, mais du coup, c'est la même thèse que le compatibilisme. Il y a 2 types de causes, les causes qui font que la liberté, la volonté n'est pas libre, et puis les causes qui font que la volonté est libre. Par contre, il me semble, et là c'est un truc assez crucial, c'est que si Dieu existe et qu'il a cette fonction-là et tout, et qu'il est omniscient et tout ça, je suis pas sûr du coup que ça marche aussi bien, le compatibilisme, mais j'ai pas réfléchi à ça là. Mais du coup, ton démon de Laplace là, ouais, c'est un Dieu créateur, donc c'est encore autre chose, ouais. Du coup là, j'ai plein de questions que je me pose, mais du coup, ça complique un petit peu le truc. Ouais, du coup, c'était juste pour dire que du coup, je trouvais pas ça incohérent. Enfin, Ouais, je vois. Mais par contre, c'est pas incohérent, mais c'est pas ah, j'ai pas dit que ça arriverait, hein, mais c'est pas incohérent. non, c'est pas incohérent, mais par contre, c'est pas le démon de Laplace, hein, je Ah, pense. bon, bah, il a mal fait Parce de que son démon alors. ouais, parce que le démon de Laplace, clairement, c'est pas un dieu créateur, hein, c'est juste un observateur. Et Laplace lui-même, il disait que quand Napoléon lui avait demandé s'il avait besoin de Dieu, il lui avait dit: «Je n'ai pas besoin de cette hypothèse». Donc clairement, Laplace, tu vois, c'est un athée fini, et donc son démon, c'est vraiment un démon. Je pense que si tu mets, un dieu créateur comme ça et tout, ça change carrément les données du problème. Et comme je sais que parmi vous, il y a des croyants dans la classe, enfin, ce problème classique de l'omniscience de Dieu et de la liberté, c'est la version, en fait, pour croyants du problème du déterminisme et de la liberté, hein. Et du coup, je pense qu'il est encore plus dur à résoudre, pour un croyant que pour, un simple déterministe, classique, ouais. Donc ouais, c'est pas incohérent si tu imagines comme un Dieu extérieur et créateur, mais je suis pas sûr que du coup, si tu t'en tiens à la place, ce soit cohérent. Du coup, comme il nous reste pas beaucoup de temps et que, je sais pas, on peut avancer un petit chouï. Je sais pas si Eline est toujours là parce que du coup, on a fait des discussions théologiques avec Thomas, mais c'est intéressant. Du coup, je les reprendrai, après. Elle est plus là, Eline, mais si elle peut avancer un petit peu, ce serait bien dans son Google. Ah, elle est plus là, elle a disparu. Si, c'est bon. Plan de section, avance, avance, avance. Youm, du coup, vous regarderez, mais du coup, Noah avait fait avec Edson. Ça, du coup, c'est la version, ça, on s'en fout. Vous regarderez pour ceux qui veulent des détails. Il faut avancer encore. Donc, tu peux avancer, hein. Vas-y, vas-y. Par contre, ouais, faudrait avancer. Si tu arrives à avancer vignette par vignette, parce que du coup, je vois pas. T'avances sur le côté, mais pas sur. Ouais. Ok, bah avance, avance, avance. Vas-y. Ah, attends. Ouais, remonte en arrière. Euh, ouais, encore un petit peu. Juste au schéma en arbre avant. Ouais. Si, ouais. Du coup, un des premiers, ouais, tu peux même, ouais, je restais là, c'est cool sur le petit schéma en arbre. Un des premiers arguments compatibilistes, c'est le suivant, c'est donc ça, c'est le compatibilisme vraiment classique, hein, on en avait déjà parlé la dernière fois. C'est l'argument et la contrainte. Et donc, du coup, l'idée, c'est que selon le déterminisme, toutes nos actions sont causées et sont nécessaires. Mais le compatibiliste, il dit ok, mais la nécessité, c'est pas la contrainte, c'est pas parce qu'une volonté, elle est nécessaire que cette volonté, elle a été contrainte. Parce que du coup, il y a une différence entre, par exemple, le fait que je veux une glace maintenant, par exemple à la vanille, et que j'aille la chercher, et le fait qu'on braque un fusil sur la tempe pour que j'aille chercher une glace à la vanille. Dans ce cas-là, dans le deuxième cas, ma volonté sera contrainte. Donc la nécessité, c'est pas la contrainte. Et du coup, leur thèse, c'est que la liberté, c'est l'absence de contrainte, c'est pas l'absence de nécessité. Et donc la liberté, elle est compatible avec le déterminisme, puisque du coup, la contrainte est compatible. euh, Enfin, l'absence de contrainte est compatible avec le déterminisme. Donc, si Et tu peux monsieur, avancer. Ouais. du coup, on parle plus de la même liberté, non? Non. Mais Du coup, vas-y, vas-y. du coup, c'est donc ça sert à rien.
Ça coupe un petit peu, Octave, Et si jamais. du Ouais. coup, si c'est pas la même thèse, ça sert à rien. Ouais, tu pourrais dire que ça sert à rien. Après, ça enfin, ta question, j'en profite. Au début, on avait un dilemme, on est d'accord? C'était le dilemme liberté et c'était surtout le dilemme sentiment de liberté, déterminisme et le sentiment de liberté, l'expérience de la liberté était décrite d'une certaine façon et du coup, effectivement, s'il y avait une incompatibilité entre les 2, c'est parce qu'il y avait une incompatibilité entre, la description qu'on faisait de la liberté et puis, le déterminisme. Mais du coup, il y a toujours une solution au dilemme qui consiste à dire que on a mal défini un des 2 termes et là, l'idée compatibiliste, c'est l'idée de dire: «Mais en fait, les partisans du libre arbitre, ils ont mal décrit, la liberté, mais si on la décrit autrement, on on peut rendre compatible le déterminisme». Alors toi, tu peux dire, si tu es partisan du libre arbitre, tu vas dire ou même si tu es partisan du déterminisme, tu vas dire: «Ouais, mais du coup, c'est pas la chose dont on parlait au départ» et toute la stratégie compatibiliste, ça, j'en ai pas parlé, au début, mais je l'ai mis dans une vignette plus haut, c'est de dire: «Si, en fait, si vous acceptez notre conception de la liberté, la conception, compatibiliste, en fait, il vous manquera rien». C'est-à-dire que la conception compatibiliste les compatibilistes, ce qu'ils disent, c'est que, leur conception à eux, elle change absolument pas, la conception qu'on se fait de l'homme en général. C'est-à-dire qu'ils disent: «Si vous acceptez cette conception de la liberté, vous pourrez toujours punir les gens parce qu'ils sont responsables de leurs actes», ce qui est un point crucial quand même de la liberté. Vous pourrez toujours, considérer que vous pouvez agir sur les gens pour les modifier et que les gens peuvent changer parce qu'il y a certaines choses qui sont en leur pouvoir. Elles sont peut-être moins en leur pouvoir que le croit le libre arbitre, mais elles sont quand même en leur pouvoir et donc leur thèse, c'est de dire que leur conception de la liberté, certes, c'est pas la conception du libre arbitre, mais qu'elle est tout à fait compatible avec la plupart des choses auxquelles croit le sens commun. Par exemple, le fait qu'on puisse punir des gens, le fait que les gens soient responsables de ce qu'ils font, et cetera et donc tu pourrais les accuser, enfin, Octave de changer de sujet et cetera. C'est ce que font pas mal de gens d'ailleurs, des partisans du libre arbitre ou du déterminisme dur, mais eux considèrent qu'en fait, ils sont tout à fait en accord avec le sens commun et ce qui est intéressant, par rapport à ce qu'on avait fait sur le jugement et puis la peine et tout ça, c'est que les positions compatibilistes, souvent, elles sont tout à fait compatibles avec, ce qui se passe dans les tribunaux. C'est-à-dire que quand un juge, d'instruction ou un juge tout court va, du coup, devoir, produire son jugement, il va s'intéresser à ce qui s'est passé, dans la tête de celui qui a commis le crime ou le délit et du coup, une des questions qu'il va poser, c'est: «Est-ce que, du coup, sa volonté était sous son contrôle?» et quand il va se poser cette question, il va se demander: «Est-ce que, du coup, il a enfin, normalement schizophrène? Est-ce que du coup, il avait un plein contrôle de ce qu'il faisait ou pas? Est-ce que du il y a des facteurs dans sa vie, dans son passé qui l'ont empêché, par exemple, d'avoir un plein contrôle sur lui-même? Dans ce cas-là, ça lui ferait des circonstances atténuantes et cetera et le compatibilisme, il est capable de rendre compte de ça, en fait. Donc Mais du coup, ouais. donc ça reste une question utile, mais c'est pas Mmh. pour autant que c'est la même question. Pourquoi tu dirais que c'est une question différente? Parce qu'on parle de liberté d'agir et pas de Ah ouais, seulement de liberté d'agir, tu dirais? Ouais, mais du coup, ça, j'allais y arriver après. Tu pourrais dire: «Ouais, on parle que de la liberté d'agir et pas du coup de la liberté de la volonté». Mais le, compatibiliste, il va pas être d'accord avec toi, en fait. Alors, il y a 2 façons d'aborder le truc là. Soit tu prends les compatibilistes anciens, l'argument que j'ai fait, c'est l'argument des compatibilistes anciens. Eux, ils sont pas trop posés ce genre de questions et tout ça et ils pensaient qu'en fait, la liberté d'action, c'était un bon modèle même pour la liberté de la volonté. C'est-à-dire que, une action, elle est libre, si elle est pas empêchée et puis du coup, ou si elle est pas contrainte et puis du coup, ils conçoivent un peu la volonté de la même façon. C'est-à-dire, ils vont dire: «Bah, une volonté, elle est libre, si elle est pas empêchée, si elle peut se réaliser et tout ça». Donc ça, ce serait que la liberté d'action. Mais dans le mode de production de la volonté, s'il y a pas de contrainte, ta volonté est libre et du coup, leur idée, elle est simple, c'est que ta volonté, elle est libre si tu peux la reconnaître comme étant la tienne. Parce que, par exemple, si je te braque un pistolet sur la tempe et je te dis: «Tue tes parents» et que tu as pas envie de le faire, du coup, tu vas peut-être tuer tes parents, je sais pas, pour sauver 10 000 personnes ou je sais pas, enfin, ce que je peux te proposer, en échange. Mais du coup, toi, tu aurais préféré ne pas tuer tes parents et donc du coup, la volonté que tu aurais aimé avoir à ce moment-là, celle qui aurait été la tienne, c'est de ne pas tuer tes parents. C'est pour ça que dans ce cas-là, ils vont dire: dans ce cas-là, la volonté que tu as de tuer tes parents, tu l'as bien, mais c'est pas la tienne parce qu'elle est contrainte» et du coup, ils considèrent qu'ils sont pas juste dans la liberté d'action, qu'ils sont déjà en train un peu de décrire la liberté de la volonté.
Alors après, ce que tu pointes, c'est vrai, c'est que c'est pas forcément suffisant de dire ça, parce que du coup, c'est pas forcément une description suffisamment précise de la liberté de la volonté, tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des compatibilistes, ils essaient de développer des conceptions beaucoup plus sophistiquées en fait de ce que serait une volonté libre. Et c'est ce que je disais au départ, ils essaient vraiment de faire la différence entre la volonté et la volonté qui est pas libre, en différenciant les types de causes qu'on conduit à l'apparition d'une volonté. Et ils parlent souvent pas seulement du type de cause, ça c'est vraiment le compatibilisme ancien, ils essaient aussi de parler de la structure interne à celui qui a la volonté. Et si je prends un petit exemple, je crois que je l'avais abordé l'autre jour, et puis après, du coup, je conclurai peut-être un peu là-dessus, parce que je sens que Edson va nous faire la sonnerie après. C'est un petit peu plus bas, si tu arrives à descendre, Eline, je vous laisserai regarder un petit truc. Par contre, je sais pas si j'ai mis les schémas déjà. Je les ai faits, mais je les ai peut-être pas collés. C'est beaucoup plus bas. Il y a un petit truc rouge. Ouais, ça c'est encore le truc ancien. C'est encore plus bas. Ouais, c'est le truc que je vous ai mis. Ça c'est dans le rouge. Ouais, ça si t'arrives à. Attends, vas-y. Il y a le tableau. Voilà, Jean malgré soi et tout. C'est les 3 toxicomanes. Je crois que j'en avais parlé la dernière fois, mais alors ça, c'est un des modèles. C'est pas un modèle très sophistiqué et tout, parce que c'est un modèle de philosophe qui fait que de la philosophie. Si tu veux trouver un modèle vraiment sophistiqué de ce que ce serait que la liberté de la volonté, Octave, je vous mettrai un petit texte de Joël Proust, mais bon, faut regarder son bouquin après, parce que elle a vraiment bossé sur. Enfin, en fait, elle bosse dans un laboratoire. Elle est philosophe, mais enfin, du coup, d'ailleurs, si vous lisez son livre, c'est un mélange de neurosciences et de psychologie. Et son modèle, il est vraiment précis. Je suis pas sûr qu'il est correct, mais il est précis. Là, le modèle de Francfort, il est beaucoup plus simple et tout, mais il permet de se faire une idée. Francfort, il dit, du coup, ce qui compte pour qu'une volonté soit libre, c'est effectivement sa cause, c'est aussi sa structure. Et du coup, là, sous les yeux, vous avez le petit tableau avec les 3 toxicomanes. Je crois que vous en avez parlé la dernière fois. Alors, c'est Joël Proust qui a fait les traductions, c'est pas moi, hein. Il y a Jean Malgressois, Jean s'en fiche et Jean Consent. Et du coup, l'idée, c'est la suivante. Si vous regardez dessous, il y a 2 cases avec, enfin 2 lignes avec des désirs. Il faut que je refasse le tableau parce j'ai pris un vieux tableau, mais il est pas génial parce que c'est pas bien expliqué. Le désir qui est tout en bas, enfin qui est le premier désir dans la première ligne, c'est le désir que Francfort appelle de premier ordre, ce qu'il appelle une volonté en fait. Alors, pour lui, une volonté, c'est un désir, mais c'est un désir qui donne lieu à une action. Parce que vous avez plein de désirs en fait qui vont jamais se transformer en action. Donc une volonté, c'est un désir qui se transforme en action. Donc Jean malgré soi, comme Jean s'en fiche et Jean consent, ils veulent tous se droguer. Ils veulent prendre des drogues, je sais pas, de l'héroïne ou un truc bien costaud et tout ça. C'est ce qu'ils veulent faire. Et la question que me pose Francfort, c'est est-ce qu'ils sont libres? Et du coup, il dit pour savoir s'ils sont libres, il faut regarder la deuxième ligne. Et la deuxième ligne, elle porte sur non pas un désir de premier ordre, mais ce qu'il appelle un désir de second ordre. Les désirs de second ordre, c'est des désirs qui portent sur des désirs, en fait. C'est quel type de désir vous aimeriez avoir, à quel type de désir vous pourriez vous identifier. C'est-à-dire qu'il y a des désirs auxquels vous identifiez, des choses que vous aimez faire, des désirs que vous considérez vraiment être les vôtres. Là, il va considérer, c'est un peu plus compliqué en fait, en vrai, mais il va considérer que si des désirs sont vraiment les vôtres et qui sont construits de la bonne manière, du coup, bah, ils sont libres. Et puis si ces désirs ne sont pas vraiment les vôtres, par exemple, si on vous force à faire quelque chose et à avoir une volonté que vous n'aimeriez pas avoir, ce sont pas les vôtres. Et donc du coup, pour que vous soyez libre, il faut que votre désir soit le vôtre, mais il faut qu'il y ait un petit truc en plus, et tout se joue dans la structure de la volonté. Donc par exemple, Jean malgré soi, il veut se droguer là, il cherche de la drogue et tout, mais par contre, lui, il a plus envie d'être drogué, donc il désire ne pas désirer se droguer. C'est-à-dire qu'en fait, sa volonté là, il considère que c'est bien lui qui l'a produit, c'est bien une volonté qui est pas produite par lui-même, par l'idée qu'il se fait de sa personne, et cetera. Elle est produite juste par la drogue. Donc il y a un conflit intérieur en lui, et lui, il est pas libre. Pour une raison simple, c'est que sa volonté de premier ordre, donc sa volonté de se droguer, elle est pas causée par ses désirs de second ordre, les désirs qui sont liés à sa conception de la personne et tout. Sonnerie. Ça, c'est Wesley qui a mis. Non, c'est pas Wesley. Ok, C'est terminé. Marcos. Ok. Bah, on ferme le truc. Bah, vous regarderez, de toute façon,
les 2 autres, drogués là, en fait, ils sont pas plus libres parce que ce qui fait qu'un drogué est libre, c'est qu'en fait, sa volonté de base, sa volonté de premier ordre, elle est causée seulement par sa volonté de second ordre. Et même un type qui veut se droguer, en fait, il est pas libre parce que s'il voulait arrêter de se droguer, en fait, il pourrait pas puisque la drogue le pousserait à avoir une volonté de premier ordre. Donc on Monsieur, s'arrête ici. Ouais. vous parliez de quel livre? De quel livre? Ouais. Pour, les trucs, quand j'ai parlé du contrôle sur soi-même et tout ça et de Oui. c'est, Joël Proust, ça s'appelle La nature de la volonté. Je l'ai mis dans le petit truc là. Ça s'appelle La nature de la volonté. Il est pas trop facile à lire, hein, parce que d'habitude elle écrit clairement, mais là elle a dû l'écrire vite, je pense, donc il est assez compliqué et enfin dans ce bouquin en fait, il y a, bon, tout le début c'est sur, bah, justement qu'est-ce que ce serait qu'une volonté et tout ça. Il y a toute une théorie en fait de l'intention et comme elle a beaucoup bossé sur les schizophrènes et que les schizophrènes, ils ont un gros problème à s'attribuer leurs propres actions en fait. Elle est partie de ça pour concevoir une, conception de la volonté normale et à la fin, dans 2 chapitres, elle fait: «Est-ce que la volonté peut être libre?» Elle examine du coup, bah, le truc de Francfort là dont on vient de parler, au regard de ce qu'elle a dit avant dans son premier bouquin et après, elle dans son dernier chapitre qui est bien, où elle se demande si on peut vouloir être qui l'on est, elle, elle pose la question suivante, parce que dans le Francfort là, la volonté de second ordre, enfin, vous voyez, on pourrait, vous manipuler pour avoir une certaine volonté de second ordre et donc dans ce cas-là, si vous étiez manipulé pour avoir un certain idéal de votre personne ou pour avoir certains désirs quant à vos valeurs, ce serait enfin, on considérerait intuitivement que vous êtes pas libre et donc elle considère que pour être libre, il faut avoir une certain type d'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que votre personnalité, elle se soit construite à travers le temps d'une certaine façon et que du coup, vous ayez en vous, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les mécanismes internes là, du contrôle, il faut que vous ayez en vous certains mécanismes de contrôle qui s'inscrivent en vous à travers le temps et du coup par toute une histoire et donc dans son dernier chapitre, elle parle de ça. Elle dit que la liberté, en fait, c'est pas quelque chose qui est instantané et qui se produit d'un coup comme pourrait le penser le partisan du libre arbitre, c'est quelque chose qui se produit, enfin que vous allez produire à l'intérieur de vous en vous entraînant, en vous exerçant à vous contrôler. Pour ça, du coup, il a fallu que vous ayez l'aide de vos parents et à la limite même, si on va plus loin, il faudrait qu'il y ait une structure politique précise qui vous permette, d'obtenir ce contrôle. Donc il y a des conséquences politiques, à tout ça. Je sais pas si, je t'ai répondu Octave, mais voilà. Oui. Voilà, donc tu peux lire ça si tu veux, ouais. Je sais pas s'il est en ligne, mais je sais pas si vous avez vu en ce moment, il y a plein de gens qui ont créé des bibliothèques ouvertes en ligne avec des